Houllier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes favorable à une mission d'évaluation de la loi de 2017 sur l'usage des armes, notamment face au refus d'obtempérer. Pourquoi souhaitez-vous cette mission ? D'abord, je suis favorable à ce qu'on la fasse à la rentrée et pas à ce qu'on conduise cette mission dans l'émotion. J'ai entendu beaucoup de choses sur les refus d'obtempérer et j'en entends beaucoup. On avait même proposé un temps à ce que la France Insoumise s'en charge, en tout cas avec un député de la majorité. Il n'avait pas voulu. J'y suis favorable parce qu'on dit beaucoup que des victimes sont des victimes civiles, c'est vrai. On oublie souvent que cette loi a été adoptée parce que les policiers, les gendarmes étaient victimes de chauffards. Et puis parce qu'il y a eu l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice aussi, ça avait joué. L'attentat du 14 juillet, il y a les victimes de Viry-Châtillon, il y a les victimes du quai de Valmy qui avaient été attaquées par un cocktail Molotov dans leur voiture. Donc il y a beaucoup de victimes chez les policiers et les gendarmes. On a pu confronter ça avec le ministre de l'Intérieur et donc je pense que cette mission d'information conduite en temps plus calme, avec un peu plus de recul, à la rentrée parlementaire, permettra d'objectiver le pourquoi du comment de cette loi sur les refus d'obtempérer, d'autant plus que c'est toujours baroque de demander à ce qu'une loi soit abrogée ou révisée, alors même que le prétendu auteur, le prévenu en tout cas, est présumé ne pas avoir appliqué cette loi. Néanmoins, faudra bien trouver une réponse à ce phénomène de société qui s'appelle le refus d'obtempérer. Il faut quoi, durcir la sanction du code de la route Mais précisément, les choses sont faites pour que toute la classe politique commente immédiatement avec des solutions qui sont tout aussi immédiates, sinon même définitives. Et donc, l'idée de cette mission d'information, c'est de dire il y a des refus d'obtempérer qui se multiplient. Il y a des conséquences pour la population. Il ne faut pas oublier les conséquences pour les forces de l'ordre, notamment des conséquences physiques graves. Et donc, évaluons ce qui est fait, du pourquoi, du comment. Est-ce que ce texte justifie ? Moi, je le pense. Je défends cette disposition. Et donc, je le confierai à des collègues le soin de démontrer qu'elle est utile ou non. Peut-être qu'il suffirait de mieux former les policiers qui tirent assez peu à l'entraînement. Alors ça, vous voyez, il y a un élément qui est fondamental, c'est que tout le monde a oublié que le Beauvau de la sécurité est passé par là, que les causes qui ont entraîné le décès de Michel Zecler en 2020 n'ont pas disparu, que malgré 1 an et demi de travail pour travailler sur les 7 péchés capitaux de la police, c'était le terme de Gérald Darmanin lors de son audition, un manque de moyens, un manque d'encadrement, un manque de formation, le rôle des inspections qui est à discuter, la relation entre les citoyens et la justice, ou la police et les citoyens, la relation avec la justice, et la place ou l'utilité des vidéos, tout ça c'est quelque chose que nous avons posé, une question que nous avons posée. Les réponses, nous les avons apportées, puisque la formation des policiers s'est accrue de 8 mois à 12 mois, puisque l'encadrement des policiers a été revu. Mais on peut pas le faire en claquant des doigts. Et les policiers qui sont déployés sur les théâtres qui sont les plus difficiles, principalement les quartiers populaires, ils n'ont pas changé du tout au tout en 2 ans. Il faut une évolution qui est progressive, que nous avons entreprise et que nous poursuivons. J'ajoute une chose, c'est que sur les inspections, pour la toute première fois, le 12 juillet, nous auditionnerons à la commission des lois l'inspection générale de la police et l'inspection générale de la gendarmerie. C'est le tout premier contrôle parlementaire qui est exercé à l'intention des inspections. C'était construit avec elles et je suis sûr qu'on y soit parvenu. Vous pensez qu'il faudrait accroître l'indépendance de ces inspections ? C'est déjà une magistrate qui pilote l'IGPN. Il faudrait peut-être sortir complètement du milieu policier ? Pas nécessairement. D'abord, je pense que beaucoup de collègues découvriront ce que fait l'inspection générale de la police nationale, notamment dans les codes de déontologie, notamment dans le contrôle des policiers, notamment dans les sanctions qui sont proposées pour être prises et pour avoir visité. C'est pareil. Le 23 mai dernier, j'étais le premier élu, sinon peut-être même le premier politique, à me rendre physiquement dans les locaux de l'IGPN pour savoir qu'est-ce qu'ils font. De l'IGPN national, de l'IGPN pour la région parisienne, Île-de-France. Vous avez été rassuré ? Ils travaillent bien ? Oui, et chacun devrait pouvoir s'y rendre pour constater l'exigence, le niveau de déontologie qui est exigé des policiers. Ils fournissent pas des alibis à leurs collègues, quoi. Et le travail. Et quand le ministre de l'Intérieur explique que c'est l'administration la plus contrôlée de France, je peux vous assurer qu'il a raison. Le président de la République a annoncé de son côté une loi d'urgence pour reconstruire ce qui a été détruit. Certains préconisaient de laisser en l'état pendant un certain temps pour qu'on réfléchisse dans ces quartiers à ce que c'est qu'un bâtiment public. D'abord, ça donne à voir aussi ce qui a été déployé dans les quartiers populaires. Tout le monde nous a expliqué que nous n'avions pas fait le plan Borloo. C'est vrai, on a fait mieux. Le dernier conseil interministériel des villes, 3,3 milliards d'euros. Voilà. Et si vous avez vu brûler des équipements publics, des mairies, des bibliothèques, des équipements sportifs, des commissariats, des maisons France Service, c'est précisément parce que tous ces bâtiments existaient dans les quartiers populaires. Et souvent en l'état assez neuf. 1000 bâtiments. Ils étaient déjà présents dans ces quartiers populaires. Et souvent, ils sont, effectivement, vous l'avez dit, assez neufs. Ce qui veut dire que le déploiement dans ces quartiers, il a été massif. On reconstruira. Parce qu'on va pas laisser des trous béants, parce qu'on va pas laisser des bâtiments incendiés dans ces quartiers populaires. En revanche, un nouveau plan
pour les quartiers, ça je pense que chacun peut s'en prévenir aujourd'hui. Vous rejoignez là Bruno Le Maire, c'est pour des raisons d'économie que vous dites ça ? Non, c'est parce que ces équipements ils sont justifiés parce que leur présence apporte un service aux habitants des quartiers populaires, mais qu'il ne s'agit pas de surinvestir, il s'agit d'investir avec justesse et avec justice, puisque c'est le terme qui est souvent utilisé pour les quartiers populaires. Si on reconstruit, et vite, il faudra peut-être expliquer à la population comment mieux respecter, comment sanctuariser ces édifices. Il y a un vrai sujet, et je pense qu'il a été pointé du doigt, sous une forme répressive, mais sous une forme éducative également, sur la parentalité, l'aide à la parentalité. Donc il y a une question de responsabilité des parents, qui a été évoquée par le garde des Sceaux sur la question de la sanction. Si vous ne tenez pas à vos parents, si vous laissez traîner vos fils, pour reprendre un groupe de rap célèbre, eh bien vous serez sanctionné. Et puis après, il y a toute une action qui est conduite, qui montre un peu ses effets. C'est ce qui a été fait d'ailleurs pour ramener le calme. C'est les parents qui descendent dans les quartiers parce qu'on leur explique qu'est-ce qui est attendu d'eux. Et il y a toute une partie du travail qui est l'aide à la parentalité, qui est aujourd'hui le plus efficace, qu'on constate, que moi je vois à Poitiers, et c'est ce qui permet de faire souvent retomber la pression. Le garde des Sceaux veut distribuer un flyer, un tract pour expliquer tout ça. C'est une bonne politique ou c'est un peu gadget ? Non, c'est une partie de la réponse, parce que si vous voulez, il y a toute une partie des parents qui, parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils le prennent pas, soit parce que personne leur a expliqué ce qu'on attendait d'eux comme parents dans le contrôle des enfants, dans l'éducation, dans l'accompagnement. C'est-à-dire la contrepartie des allocations. Ils démissionnent. Et donc, il y a cette partie où des éducateurs doivent pouvoir se rendre au domicile pour dire voilà ce qu'on attend de vous, voilà le suivi scolaire, voilà s'il ramène des mauvais résultats et peut-être des moins mauvais, comment il a progressé d'une année sur l'autre. Donc, comment on amène ces parents à mieux éduquer ou mieux accompagner leurs enfants. Et est-ce qu'il faut une partie sanction aussi ? C'est-à-dire s'ils ne suivent pas ces parents, on coupe les allocations ou on change le logement social ? Les allocations, on a déjà essayé, c'est une vieille recette, c'était une loi de Ciotti de 2010, ça n'a produit aucun effet. Et ça enfonce en fait ceux qui sont déjà en difficulté. C'est pour ça que ça a été abrogé. Moi je suis pas pour qu'on coupe les allocations, je l'ai toujours dit, on ressort la même marmelade de mauvaises propositions au même moment. En revanche, ces dispositions du code pénal qui existent, l'article 227-17 du code pénal qui a été évoqué par le garde des Sceaux, qui dit lorsque le parent il a un défaut d'autorité, il a un défaut vis-à-vis du jeune, il est responsable, et ben là il peut être sanctionné financièrement. Ça c'est une disposition qu'on n'a pas appliquée jusqu'alors, qu'on peut tout à fait mettre en œuvre. Certains élus plutôt modérés disent aidez-nous à expulser des quartiers les quelques familles qui posent des problèmes. Ouais. Éloignez-les du territoire, ça peut se regarder ? Ça peut se regarder, c'est pareil. Moi j'ai entendu des élus qui commentaient le fait qu'on ne pouvait pas les sortir des logements sociaux, ces familles-là. Si, on peut. Si, on peut. Si la famille a commis des infractions qui sont directement en lien avec le prévenu, on peut. Et donc, je les invite à utiliser, là encore, dans leur rôle de président d'office HLM, les prérogatives qui sont les leurs. Comment réagissez-vous à l'effet cagnotte, cette cagnotte lancée par Jean Messia pour apporter de l'argent aux policiers incriminés, 1,6 million avant qu'elle soit stoppée ? L'objet de la cagnotte, contrairement à celui du boxeur, il n'était pas illicite. Parce que la cagnotte qui a été apportée, c'était pour aider la famille et non pas pour aider le prévenu qui est censé avoir commis un acte délictueux. Donc l'objet n'était pas illicite. Il en reste pas moins un peu amoral. Et d'ailleurs, la communication qui a été faite démontre toute l'opération de communication très immorale de monsieur Messia, qui a juste voulu faire parler de lui en finalement justifiant l'acte et en disant que si on avait tué quelqu'un des quartiers populaires, un jeune de banlieue, pour le dire ainsi, eh bien c'est finalement qu'il l'avait mérité. C'est un côté chasseur de primes, quoi. Ça oui, c'est un peu scandaleux et c'est ce que recherchait l'intéressé et c'est tout à fait malsain. Mais résultat, ça donne quand même l'impression qu'une partie de l'opinion pense ça. C'était la démonstration que voulait faire l'auteur. Finalement, quand vous regardez les sondages ou quand vous discutez avec les gens, il y a une grande aigreur et beaucoup de colère autour des émeutiers, autour de la casse qui a été faite, autour de l'acte gratuit de casser. Néanmoins, je pense qu'il y avait aussi une colère et une émotion qui étaient tout aussi fortes au départ sur le fait que ce jeune, mais il a été abattu alors que, a priori, rien ne mérite, même pas a priori, rien ne mérite qu'on tire à bout portant sur un jeune, quand bien même il a commis une infraction routière. Le problème des contrôles d'identité revient aussi dans le débat. La jeunesse de ces quartiers dit arrêtez de nous contrôler au faciès. Ça aussi, ça pourrait être une mission d'évaluation. Exactement. C'est une des raisons pour lesquelles on a déjà un peu travaillé sur la question. Moi, je ne crois pas au récépissé des contrôles d'identité. Je pense que c'est une solution qui crée de la défiance. Or, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut de la confiance entre les policiers et les jeunes. En revanche, il y a une mesure qu'on déploie et qui marche, ça produit ses effets, c'est les caméras. Les caméras, c'est la caméra piéton que le policier a sur lui, ou le gendarme a sur lui, et chaque fois que le ton monte un peu, d'ailleurs, même lorsque la relation commence, on allume la caméra, et chacun devient tout de suite plus respectueux, emploie le vouvoiement, et les choses s'apaisent. Ça, la généralisation des caméras piétons auxquelles on arrive aujourd'hui, parce qu'on les déploie, c'est une solution qui fonctionne et qu'il faut pouvoir promouvoir. Et il n'y en a pas sur les motards,
Il n'y en avait pas là parce que les motards disent on peut pas en avoir vu notre mode de circulation. Et on pourrait en fixer, vous savez qu'on fait puisque c'est la période du Tour de France, on met bien des caméras à peu près partout pour filmer sous tous les angles. Je vois pas pourquoi les policiers de la police nationale qui roule à moto ne pourraient pas en avoir. Comme président de la commission des lois, vous n'êtes pas prêt de voir arriver la loi immigration sur votre bureau parce que les négociations semblent bien enlisées maintenant. Alors moi je suis prêt, et je suis prêt depuis très longtemps, y compris parce que la majorité est aujourd'hui totalement convaincue qu'il faille expulser les délinquants et régulariser les travailleurs. Et c'est pas le propos de Sacha Houlié, c'est le propos de 250 parlementaires qui constituent la majorité. Au-delà, on a même convaincu, et je le disais encore ce matin, et je sais on n'a pas eu besoin de beaucoup de forcer pour ça, les centristes du Sénat. Les sénateurs centristes font une proposition de loi, dont une proposition constitutionnelle aussi. Mais parce qu'ils comprennent bien le problème, ils voient bien qu'en fait, personne n'essentialise les gens. On regarde les gens pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. Étrangers. Donc si ce sont des délinquants, il faut les reconduire le plus rapidement possible. Si ce sont des étrangers qui travaillent dans notre pays, qui rendent service à la nation, il faut leur donner des titres. Il faut arrêter de leur compliquer la vie tous les jours. Donc ce texte, on a dit qu'on était prêt. Maintenant, on a mis les choses entre les mains du gouvernement. Venez avec votre texte, on l'examine, on le vote pas. Et si on le vote pas, tous ceux qui s'opposeront iront expliquer aux Français pourquoi ils ont empêché d'expulser des délinquants et pourquoi ils ont empêché de régulariser des travailleurs. Et on va placer chacun devant ses responsabilités et il devra le dire pourquoi il le fait auprès de ses électeurs. Ça fait des mois qu'elle est repoussée cette loi. Vous donnez un ultimatum, il vous faut un texte à l'automne. Je donne pas un ultimatum, je dis nous sommes prêts. La majorité au Parlement, on est prêts, on n'est pas divisé, contrairement aux Républicains qui entre Monsieur Larcher qui ne veut pas de référendum, entre Monsieur Pradier qui en veut un, entre Monsieur Marlex et Ciotti qui veulent sortir de tous les traités européens. Voilà. Toute cette famille politique qui fait semblant d'être d'accord alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont même pas d'accord avec leur propre parti européen, le PPE, sur le pacte européen qui est en train d'être examiné aujourd'hui au Parlement. J'ai aujourd'hui pour dire la période, hein. Mais tout ça pour vous dire que la majorité, dans son ensemble, unie, y compris même au-delà, avec les centristes au Sénat, nous sommes prêts à examiner le texte quand il le faudra. Et si c'est dès maintenant, nous y sommes prêts. Bilan de ces 10 jours, l'LFI a perdu beaucoup et le RN a gagné des voix. Ouais, c'est bien regrettable, mais vous voyez, la France Insoumise, moi je partage l'intégralité des mots qui ont été prononcés à la rencontre par la Première ministre, elle est sortie du champ républicain. Quand vous appelez à vous en prendre à des policiers, quand vous choisissez les bons bâtiments publics qu'il faut garder, puis les mauvais bâtiments publics qu'il faudrait brûler, je pense qu'on a passé un cap qui est celui de l'appel à l'émeute, de l'appel à la révolte, qui aujourd'hui fait totalement sortir ces personnes du champ républicain. Ils nous ont démontré leur outrance en permanence à l'Assemblée nationale. Ils sont là à aller un cran plus loin et franchement, ça mérite une condamnation unanime de la classe politique, mais aussi des Français. Sacha Houlié, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci messieurs, on retiendra, je ne suis pas pour annuler les allocations familiales, par contre la sanction financière des parents, j'y crois, et puis également il y a la généralisation des caméras piétons comme solution. Christophe, on se retrouve demain et vous serez en compagnie d'Élise Carlin, auteure de Ils ont surgi de la nuit, paru aux éditions de l'Observatoire. À demain. Radio J, retrouvez le barbier du matin.